J'ai récemment fait un accident avec ma Tesla. Et ça m'a permis de réaliser à quel point ce véhicule que j'aime tant est loin d'être parfait. Et dans cette vidéo, je vais donc te partager en toute transparence 10 gros défauts de la Tesla. L'idée, c'est que tu puisses décider si c'est un véhicule qu'il te faut réellement. Parce qu'au-delà de l'esthétique et de tout ce qu'elle a de positif, ce n'est peut-être pas un véhicule pour toi, comme tu vas le voir dans cette vidéo. Suis-moi. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, d'argent, de mindset parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux augmenter tes revenus, tu es au très bon endroit pour le faire. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir chacune de nos vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu pour t'aider simplement à passer un cap. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, j'ai créé une société de location de voitures sur place qui met à votre disposition en fonction de votre budget, pick-up, SUV, berline, citadine, bref. Contactez-nous au numéro qui s'affiche et on se fera un plaisir de vous aider à avoir un séjour agréable et sécurisé. Aujourd'hui, on parle de voitures et on parle de Tesla. Je ne suis pas un grand spécialiste de voitures, mais je pense comme beaucoup de personnes, j'aime bien les voitures. Et ce que je me propose de faire simplement, c'est un retour d'expérience après 10 mois de conduite. C'est vrai que je voyage beaucoup, que je ne suis pas très souvent là, mais chaque fois que je suis en France maintenant, je conduis très souvent la Tesla. Donc ça m'a permis d'emmagasiner un certain nombre de kilomètres et même de faire un accident. Et donc ceci me permet d'avoir un retour assez objectif sur les défauts de la Tesla dont on ne parle pas beaucoup. Défaut numéro 1, et c'est de lui que provient l'accident d'ailleurs, les caméras. Tu vois là, la Tesla a mis des capteurs qui permettent en réalité de te signaler tous les mouvements que tu as autour de la voiture. C'est une voiture qui a beaucoup de systèmes de surveillance. Ça fait que peu importe ce qui se passe autour de la voiture, en général, tu es signalé. Si par exemple, je manœuvre là tout de suite pour sortir, la voiture va me dire à quel centimètre est la voiture qui est devant. Et chaque fois que je vais me rapprocher pour manœuvrer, il va me donner le nombre de centimètres. Donc c'est très précis. Malheureusement, ces caméras-là, et il y en a plusieurs dans la voiture, ne captent pas les obstacles au niveau du sol. Or, la voiture est très basse. Il faut savoir qu'on a au plus bas du véhicule 14 cm. Ça veut dire que quand je fais une manœuvre, regardez bien par exemple, justement, on a un très bon exemple ici. Quand je fais une manœuvre, les capteurs ne me permettent pas de savoir que là, par exemple, on risque de cogner. Et ça, c'est dommage parce que la voiture est très basse. Mais je pense que c'est quelque chose que Tesla va modifier avec le temps. Donc, en faisant une manœuvre, j'ai simplement gratté, là, le véhicule, comme vous pouvez le voir, sur une bande comme celle-ci, justement, malheureusement, sans m'en apercevoir. Et je n'ai même pas su que j'avais gratté, en fait, que j'avais fait un accident. Je m'en suis rendu compte, je pense, le lendemain, quand j'étais en train de déplacer le véhicule. Parce qu'il n'y avait aucun capteur qui me signalait ce genre d'obstacle. Ceci, vous l'avez à l'avant et à l'arrière. Et donc, bien évidemment, je pense que c'est un défaut qu'il faudrait absolument que Tesla modifie. Le deuxième défaut que je vois dans cette Tesla se situe à ce niveau. La portière, l'ouverture de la portière. Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout intuitive. Alors c'est très beau, c'est très esthétique. Quand on la voit comme ça fait un vrai design. Mais si je vous demande comment on l'ouvre, comment vous faites? On s'est retrouvé dans des situations dans lesquelles les gens doivent entrer dans la voiture, ils viennent devant et ils ne bougent pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose de ridicule. Ou alors, je ne m'en rends même pas compte, j'entre dans la voiture, la personne vient, elle est bloquée, elle commence à toucher, elle ne sait pas ce qu'il faut faire pour ouvrir la portière. Et au final, je suis déjà dans la voiture et je dois m'incliner pour essayer d'ouvrir à la personne depuis l'intérieur. En réalité, le mécanisme de Tesla veut que tu appuies là et ensuite que tu tires là. Du coup, quelqu'un à l'intérieur du véhicule, généralement, les gens ne savent pas comment faire pour l'ouvrir. Mais en fait, il faut appuyer sur ce bouton-là, maintenir, et on a une ouverture électrique. Mais on a aussi une ouverture manuelle là. Il faut soulever. Et ça, bien évidemment, j'imagine que c'est dans le cas de figure dans lequel la voiture n'a plus d'énergie pour qu'on ne soit pas bloqué dans la voiture. Mais tout ça, c'est quand même un peu complexe. Et je pense qu'il gagnerait à rendre ça beaucoup plus intuitif pour les usagers, notamment de passage dans la voiture. Le troisième défaut de la Tesla, d'après moi, c'est l'absence d'essuie-glace arrière. Alors oui, je sais, la forme aérodynamique est magnifique. On a une très belle courbe qui fait que quand la pluie tombe dessus, elle dégouline naturellement. Mais quand je suis au volant et que je suis en train de conduire, ben en fait,
vu qu'il n'y a aucune possibilité de nettoyer, je n'ai plus de visibilité sur les plaques arrière des voitures derrière moi. Et en fonction de l'intensité de la pluie, je n'ai plus grand-chose de visible en fait. Surtout quand on est dans la nuit et qu'on est dans une rue dans laquelle il n'y a pas d'éclairage. Et ça, je trouve que c'est pas très cool. Il devrait trouver un système qui fait que on puisse continuer de voir quand même l'arrière sans aucune difficulté. Aujourd'hui, ce n'est clairement pas le cas. Et c'est un défaut. Le quatrième défaut que je constate moi sur la Tesla, il se trouve ici. La recharge. C'est un véhicule électrique, donc il se recharge effectivement au travers de ce dispositif. Le problème que je rencontre avec la recharge électrique, j'en rencontre deux. Le premier, c'est que quand vous avez un véhicule électrique comme celui-ci, on est d'accord que le temps de recharge peut devenir un problème. Quand on a un véhicule thermique classique, on va dans une station-service, on prend une pompe et en 2-3 minutes, on a rechargé son véhicule. Quand on veut faire le plein, maximum 4 minutes, le véhicule est plein et on s'en va. Quand on veut faire le plein avec une Tesla comme celle-ci, il faut compter plus d'une heure, parfois 1h30. Et encore, ça c'est quand on est dans un superchargeur. Si on veut recharger à la maison, il faut compter plusieurs heures pour que la voiture soit rechargée. Et ça, c'est clairement un problème. Tu es en train d'aller quelque part, tu te rends compte que tu n'as plus assez de batterie, tu as besoin de recharger rapidement, et bien il n'y a pas de recharge rapide en fait. Tu vas venir, tu vas devoir attendre au moins 15 à 20 minutes pour prendre 10 à 20% de charge avant de te déplacer. Et clairement, ça c'est une contrainte que l'on n'a pas avec les véhicules thermiques. Du coup, si vous êtes un grand voyageur, je ne vous conseille pas forcément d'acheter une Tesla. Parce que si vous êtes un grand voyageur, ce qui se passe, c'est que si vous voulez faire un Paris-Marseille, vous allez devoir vous arrêter énormément de fois en route pour recharger votre voiture. Quelqu'un qui a un véhicule thermique fait le plein et il roule. S'ils sont 2-3 conducteurs, ils peuvent simplement permuter et arriver très rapidement. Ce n'est pas possible avec une Tesla. Vous allez devoir vous arrêter à plusieurs reprises sur le chemin pour recharger votre voiture. Et à chaque fois que vous allez vous arrêter, vous allez passer au moins 30-40 minutes. Quand vous êtes seul, à la limite, on va dire que le véhicule vous impose des arrêts. Mais si vous êtes 2-3 conducteurs, vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Vous changez simplement les conducteurs. Or, le véhicule vous interdit de le faire parce que vous devez absolument vous arrêter pour recharger au moins 30 minutes à chaque fois. Et ça, sur le long terme, c'est pénible. Cinquième défaut de la Tesla, c'est que vous ne pouvez pas recharger votre voiture chez vous si vous êtes en appartement. Or, on sait que l'essentiel des personnes en Occident vivent en appartement. Très peu de personnes vivent en maison. Parce que quand vous êtes en maison, vous pouvez rentrer la voiture dans votre garage et vous pouvez la charger depuis votre garage pendant la nuit. Il n'y a pas de problème. Le matin, vous êtes d'attaque. Mais quand vous vivez dans un immeuble, vous faites comment? Votre parking est généralement à l'extérieur. C'est mort. Ou alors pire, si votre parking est intérieur, comment vous faites pour avoir une prise électrique dans votre parking? Vous devez demander la permission à votre syndic de copropriété. Il y a des chances qu'ils refusent. Et même s'ils acceptent, comment vous faites pour raccorder votre appartement à votre parking souterrain? Bref, c'est super compliqué à faire. Donc, quand on est en appartement, sachez que la recharge va généralement se faire donc dans des bornes. Et qui dit borne à l'extérieur, dit donc que vous allez devoir y perdre pas mal de temps. Par contre, ce qu'il faut savoir justement, c'est qu'au niveau de Tesla, vous avez plusieurs possibilités de câblage au niveau de la charge. Donc, par exemple, ici à l'arrière, ça vous le savez, hein, il n'y a pas de roue de secours chez Tesla. Vous avez plutôt un coffre comme ça qui vous permet de stocker votre câble de recharge. Donc, si vous vous rappelez, celui-ci, vous le mettez dans une borne. Ça, c'est si vous avez fait la borne chez vous ou alors dans une borne de recharge superchargeur. Et ça, c'est la partie qui est pluguée dans votre véhicule. Donc, on va regarder à nouveau. Si vous regardez bien la borne Tesla, vous voyez bien que là, on a deux possibilités de charge. On a celle-ci là, que l'on peut mettre directement là, comme ça. Ou alors on a une autre qu'on a dans les superchargeurs qui, elle, prend les deux et donc met plus de puissance à la charge, justement. Alors là, par exemple, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Du coup, il faut que j'aille dans la voiture pour déverrouiller. Je n'ai plus la possibilité de le déverrouiller là. Parce qu'on pourrait se dire effectivement comment ça se passe une fois qu'on a mis à la charge. Est-ce que quelqu'un peut venir l'enlever? Non, vous ne pouvez pas en fait. Il y a une aimantation magnétique qui se fait et vous ne pouvez plus l'enlever. Et là, c'est un parfait exemple. Je vais devoir l'enlever dans la voiture. Donc là, par exemple, comme vous pouvez le constater, le simple fait que j'ai connecté la prise fait que l'écran d'affichage me donne le niveau de recharge de la batterie.
Et il me dit qu'elle est prête à recharger. Jusque-là, pour le moment, je n'ai pas l'intention de recharger. C'était juste pour vous montrer comment fonctionnaient les câbles. Donc, je viens dans la voiture et à ce moment-là, je lui demande de déverrouiller la prise. Maintenant, donc, qu'on a déverrouillé à l'intérieur, normalement, il sort sans aucun problème. Et donc, je reviens là et je le remets là. Pas de roue de secours. Le 6e défaut que je veux vous présenter par rapport à cette Tesla, c'est le fait que le toit ne soit pas ouvrant. Alors on est d'accord, c'est une très belle forme, la voiture a une forme aérodynamique magnifique, mais c'est un vrai inconvénient que ce toit ne puisse absolument pas s'ouvrir. On est d'accord que le fait qu'il ne s'ouvre pas contribue à sa solidité. Des études ont démontré qu'on pouvait faire poser un éléphant sur cette vitre sans qu'il ne se brise. Ça vous donne le niveau de solidité. Mais pour avoir toute cette résistance-là, malheureusement, ils n'ont pas prévu l'ouverture du toit. Et ça, bien évidemment, ça pose problème. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, la partie vitrée est vraiment très importante dans la voiture. De l'avant vers l'arrière. Et comme vous pouvez le constater, là, on est à l'intérieur de la voiture. La visibilité est juste magnifique. Vraiment. Malheureusement, le fait qu'on ne puisse pas ouvrir ce toit pose un problème, notamment en été, quand il fait super chaud. Parce que quand il fait super chaud, eh bien, très rapidement, la voiture devient une petite cocotte minute. Tout est en cuir à l'intérieur et vous savez tous que le cuir, bien évidemment, attire la chaleur. Et donc, très rapidement, vous vous retrouvez dans une voiture dans laquelle il fait extrêmement chaud. Bon, bien évidemment, il y a de la clim que vous pouvez mettre. Mais si vous voulez ne pas mettre de clim, vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir votre toit afin de laisser plonger à l'intérieur du véhicule le soleil, mais aussi du vent. Et ça, c'est d'après moi un inconvénient. Le 7e défaut que je veux vous présenter par rapport à cette voiture se retrouve au niveau de cet écran. Avec cet écran-là, on s'attend à faire énormément de choses, mais malheureusement, on est quand même limité. Par exemple, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas la possibilité de caster sur l'écran. C'est-à-dire que, par exemple, je ne peux pas reprojeter l'écran que j'ai sur mon téléphone là directement. Et ça, bien évidemment, ça pose problème parce que je pense que techniquement, ils peuvent le faire. Ce n'est pas très compliqué. Normalement, je devrais pouvoir projeter les éléments de mon téléphone là-dessus. Par exemple, quand on est à la charge, c'est pour ça qu'ils ont prévu cet écran. C'est qu'il serve de divertissement quand on est, par exemple, au moment de la charge. Mais quand on est au moment de la charge, on n'a finalement pas beaucoup d'options. Quand vous prenez les divertissements, par exemple, on n'a pas tant de possibilités que ça. Vous avez bien évidemment, en termes de théâtre, vous avez Netflix, Disney, YouTube, mais il y a plein d'autres choses qu'ils auraient pu rajouter, par exemple, qu'on ne retrouve pas là. Mais vous pouvez regarder un film Netflix en étant à la supercharge. 8e inconvénient de la Tesla, c'est que quand on est en train de conduire, tout se passe sur cet écran. Et ça devient problématique quand, par exemple, vous êtes en train de conduire et vous voulez changer quelque chose. On est d'accord qu'avec les voitures classiques, au niveau de votre volant ou alors des options que vous avez là, vous n'avez qu'à appuyer sur une touche et normalement, ce que vous voulez faire se produit. Ce n'est pas possible avec la Tesla. Enfin, c'est compliqué. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes en train de conduire et que vous voulez changer d'adresse, normalement, vous êtes supposé le faire avec votre voix. Juste que la reconnaissance vocale qui s'obtient en appuyant ici, vous maintenez ce bouton-là. Normalement, vous voyez, quand vous avez maintenu le micro est en marche, et là, le texte que vous dites, il est supposé le comprendre, eh bien, ce n'est pas toujours très efficace. Et donc, au final, bien évidemment, ça devient pénible. Vous imaginez, vous êtes en train de conduire et vous devez faire une opération. Par exemple, pas plus tard qu'hier, j'étais en train de conduire et mon rétroviseur gauche ne me permettait pas de voir suffisamment l'angle pour voir les véhicules qui venaient sur ma gauche. Et donc, pour pouvoir le faire, je dois, pendant que je suis en train de conduire, venir là, appuyer rétroviseur, sélectionner le rétroviseur gauche, avec la molette, manipuler pour que le rétroviseur puisse bouger comme je le souhaite, trouver le bon angle, et ensuite enregistrer. Mais ça, c'est compliqué quand vous êtes en train de conduire. D'autant plus que là, j'étais en train d'entrer dans une autoroute, une voie vraiment rapide, je roulais assez vite, et je devais rapidement pouvoir prendre cette décision. Donc, plutôt que d'être concentré sur la route, je devais quand même être ici en train de chercher des touches à gauche, à droite. Et ça pose problème parce qu'il n'y a pas de raccourci. Le 8e défaut, c'est l'absence de raccourci. Il devrait y avoir des boutons que l'on peut très rapidement actionner en appuyant directement sur une touche. Alors, il y a bien évidemment quelques raccourcis, mais je pense qu'il n'y en a clairement pas assez. On devrait pouvoir soi-même configurer son tableau de bord en mettant les raccourcis là où on veut
pour pouvoir, en appuyant un bouton, accéder tout de suite à l'info que l'on recherche. 9e défaut, on n'a pas de CarPlay dans ces voitures. Alors les CarPlay, je pense que vous les connaissez tous, ce sont ces systèmes qui permettent, quand on connecte son téléphone par un câble, tout de suite, téléphone et l'ordinateur qu'il y a dans la voiture se synchronisent et vous pouvez utiliser votre téléphone dans l'écran. C'est-à-dire que toutes les applications que vous avez dans votre téléphone sont désormais disponibles dans votre écran et dans votre voiture. Que vous ayez des applications, par exemple, que l'ordinateur de la voiture n'a pas, ne pose pas de problème. Vous retrouvez vraiment votre téléphone là-dedans. Malheureusement, Apple ne s'est pas entendu avec Tesla et donc du coup, ça n'a pas été possible. D'ailleurs, Android non plus. Donc aujourd'hui, malheureusement, nos amis de Tesla fonctionnent un peu en solo là-dedans. Et du coup, ils se retrouvent à nous imposer le fait que quand on est dans la voiture, on ne peut pas bénéficier des autres applications qu'il y a dans nos téléphones. D'ailleurs, j'ai appris, est-ce que c'est vrai ou pas, qu'Elon Musk serait en train de réfléchir à créer son propre téléphone. Peut-être que ce serait pour ça, justement. Entre autres, pour permettre aux utilisateurs de Tesla d'avoir un téléphone qui leur permet directement de pouvoir connecter leur téléphone, synchroniser leur voiture avec leur téléphone et de ne plus se plaindre de ne pas pouvoir le faire avec leur iPhone ou avec leur Android. Le 10e défaut que je trouve dans cette voiture se situe au niveau du GPS. Alors, ils ont développé eux-mêmes leur propre GPS. L'itinéraire qu'il m'a proposé, lui, est propre. Ce n'est pas l'itinéraire de Google, ce n'est pas l'itinéraire de Waze, c'est vraiment leur propre itinéraire. Ce qui pose problème, c'est que cet itinéraire ne prend pas en compte les embouteillages. Il va te donner un temps. Malheureusement, quand tu vas rouler, il va réajuster le temps au fur et à mesure. Alors qu'on est d'accord qu'avec Google Maps, quand tu mets une destination, il te dit tout de suite dans combien de temps tu vas arriver. Il te montre les trajets que tu as qui sont tout de suite avec des embouteillages et même les différents itinéraires possibles. Ici, tu peux changer 2-3 trucs, mais c'est clairement pauvre en termes de GPS. Or, on sait tous qu'on utilise à peu près tous aujourd'hui des GPS dans les voitures et je pense qu'ils gagneraient à vraiment rendre leur GPS davantage performant et sophistiqué. Je pense que légalement, ils n'ont pas le droit de dire qu'il y a un radar à un endroit bien précis, mais ça peut se contourner d'ailleurs sur d'autres voitures, comme sur les Range Rover. Le GPS te signale qu'il y a, alors je ne sais plus comment ils te signalent ça, mais en tout cas, ils te font savoir que tu entres dans une zone sécurisée, un truc comme ça. Vous allez entrer dans une zone sécurisée, et donc tu comprends qu'en fait, cette zone sécurisée-là, c'est une zone dans laquelle il y a un radar, et donc bien évidemment, tu adaptes ta conduite si elle n'était pas déjà adaptée avant d'avoir cette info-là. Je trouve dommage que en 2023, que les Tesla n'aient pas intégré un système qui permette aussi de donner aux conducteurs des informations par rapport aux éventuels radars que l'on peut avoir sur la route. Et ça, bien évidemment, c'est juste dommage. Nous arrivons au terme de notre petit tour des critiques sur la Tesla. En réalité, ce n'est vraiment pas grand-chose. Ça reste une voiture hyper performante, très agréable à conduire, que je continuerai de conduire d'ailleurs, et que bien évidemment, je vous recommande. Sauf si vous êtes dans le cas de figure de quelqu'un qui est en appartement et qui va peut-être avoir du mal à aller la charger tout le temps, ou alors que vous êtes un grand voyageur et que ça va vous prendre la tête de vous arrêter tout le temps pendant le trajet. Sinon, les autres défauts, je pense qu'au fil des années, Tesla va les améliorer simplement et on aura une expérience de conduite encore plus agréable. Très, très, très belle voiture. Très content de l'avoir achetée. Et bien évidemment, je vous la recommande aussi. Si vous aviez des doutes ou des questions, j'espère que cette vidéo a contribué à vous apporter des réponses. Et je vous dis à très bientôt.